Et c'est parti pour notre séquence retour de terrain. France, pour aller plus loin, chez Norcis, comment est-ce que la voix de la nature est intégrée dans la gouvernance quotidienne? On a parlé du droit de veto. Ça passe par quel autre droit exactement? Un droit d'information, un droit de discussion, si vous voulez, en fait, c'est un sujet tellement pionnier que c'est aussi un droit de questionnement, en quelque sorte. Il faut explorer de nouveaux terrains, se poser la question de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire, et donc on apprend collectivement. Ce qui est important dans cette dynamique, ce sont vraiment tous les échanges qu'il peut y avoir au niveau du conseil d'administration, qui réunit les actionnaires ou les représentants des actionnaires, mais aussi, comme le soulignait tout à l'heure Thomas, les échanges avec le terrain. On ne peut pas imaginer une transition écologique sans prendre en compte les salariés, sans prendre en compte les représentants des salariés. Aujourd'hui, n'ont pas été invités les éco-syndicats. Vous savez qu'il existe en France Printemps écologique ou les Sentinelles vertes de la CFDT, qui sont des éco-syndicats et qui se battent pour que la voix des salariés soit aussi une voix de la transition écologique, parce que transformer l'entreprise au bénéfice d'un meilleur respect de la planète, eh bien, c'est aussi transformer le travail quotidien et transformer, du coup, les métiers et le quotidien des salariés. Il faut peut-être donner un point de contexte, c'est que dans le cadre de Norcis qui développe des services numériques, rien de ce que l'on fait, en réalité, n'est soutenable ou ne dégrade pas du vivant. Ça, c'est une grosse contrainte que nous avons aujourd'hui et un devoir d'humilité aussi qu'on se doit d'avoir. Et c'est pour cette raison précisément qu'on a pris une décision qui paraît très pionnière, mais moi, ce mot, il m'énerve parce que je pense qu'on devrait être les derniers à le faire. La Banque Centrale Européenne rappelait l'année dernière que 72% des entreprises dépendent directement du vivant. Ce n'est pas le cas de Norcis. Nous, on ne devrait pas être les premiers à faire ça. On le fait par conviction, on le fait parce qu'on pense qu'on anticipera mieux, mais c'est délirant, en fait, qu'on soit les premiers à le faire. Et donc, ce qu'on met en place avec France, c'est peut-être pionnier, mais c'est vraiment plus le temps d'attendre. Là, on a ouvert la brèche, on voit que ça fonctionne, même en ayant des modalités qui peuvent paraître très radicales. Ce n'est pas le cas dans la mise en œuvre opérationnelle, on fonctionne très bien ainsi. On a pu faire quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant, c'est de regarder notre chaîne de valeur et de conscientiser là où sont réellement nos impacts, même indirects, et là où sont potentiellement nos leviers d'action. Du fait de la présence de France, du fait de la présence de France, de ses attentes en tant qu'actionnaire, de dire mais où se situent les impacts et dépendances sur la nature de Norcis. On n'en avait aucune idée, la réalité est celle-ci. En plus, on est entre eux des constructeurs d'équipements numériques et des distributeurs de logiciels qui sont des multinationales étrangères sur lesquelles on n'a absolument aucune prise. Donc en fait, ce qu'on est en train de créer ensemble avec France, c'est les conditions de pérennité de Norcis, parce qu'on sera beaucoup plus en capacité d'anticipation que n'importe quel autre acteur qui continuera à fonctionner de façon silotée. Oui, mais moi je m'interroge, parce que Norcis, vous êtes quand même très engagé depuis très longtemps. Pourquoi est-ce qu'il a fallu l'arrivée de France pour aller aussi loin? Parce que c'était un angle mort, en réalité, et je suis honnête là-dessus, d'une entreprise de services numériques qui, aujourd'hui, n'a jamais connu de contraintes physiques environnementales à la conduite de son activité. C'est pour ça que, d'ailleurs, des entreprises qui font du textile ou de l'alimentaire, à mon avis, feraient bien de se bouger plus vite que nous le faisons. Les seuls cas que nous avons eu ces dernières années, c'était au moment du Covid, il y a eu des pénuries sur les ordinateurs, parce qu'il y a des problèmes de chaîne d'approvisionnement. Pour le reste, aujourd'hui, notre activité est que très peu contrainte. Donc, en réalité, on était très investis sur des causes sociales, très investis sur la réduction de notre bilan carbone depuis 2007, mais notre chaîne de valeur, nous ne l'avions pas assez considérée. C'est ça qu'on est en train de mettre en place. C'est la vraie marche supplémentaire qu'on a faite. C'est la grande difficulté, par-delà l'unique cas de Norcis, c'est la grande difficulté. Je représente la nature dans d'autres contextes, notamment une association qu'on peut citer ici, qui s'appelle Tilt, et une association qui a pour vocation à soutenir la transition écologique dans le secteur associatif. On se dit, ils y sont déjà, les associations. Non, pas du tout, en fait. Et le peu de transition écologique qu'il y a dans le secteur associatif, c'est le bilan carbone, comme tu le disais. Or, la nature, c'est bien plus complexe que ça. La nature, c'est 9 limites planétaires, c'est la forêt amazonienne, c'est les étoiles filantes, c'est les vers de terre, enfin, c'est tout ça, la nature. Donc, c'est très complexe et il faut prendre tout ça en compte. Et, long story short, si on veut respecter la nature, si on veut créer une entreprise qui respecte la nature, ça n'existe pas aujourd'hui. Même Patagonia, dont on a parlé tout à l'heure, même certaines entreprises dites régénératives, non. Toutes les entreprises abîment la planète. Et donc, c'est difficile chez Norcis, c'est difficile chez Tilt, l'association, parce qu'en fait, il faut imaginer des modèles radicalement nouveaux, et que ça, je le disais tout à l'heure, c'est pas du jour au lendemain. Et ça tombe bien, le rôle d'un administrateur, pour mieux répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, ce n'est pas de s'intéresser aux gestes et aux détails du quotidien, c'est de travailler sur la stratégie long terme. Donc c'est ça le rôle d'un administrateur nature, le long terme. Vous vouliez rebondir, Fanny?
Non, enfin sur le sujet du modèle associatif, puisque au sein de l'opération Milia, on a à la fois, enfin déjà on est des personnes individuelles et on vient avec nos bagages de dirigeants d'entreprise ou salariés ou bénévoles, et puis nous on est une association. Et en effet, on travaille vraiment nous au périmètre de ce qu'on appelle la transition juste, c'est-à-dire la réponse aux besoins essentiels dans le cadre des limites planétaires en partageant la valeur et le pouvoir. On se met bien toutes ces contraintes-là. Et en effet, les modèles entrepreneuriaux classiques comme les modèles associatifs aujourd'hui ne se posent pas toujours la question de leurs enjeux environnementaux. Et d'autant plus quand on est une association très ancrée sur le social, on se pose peut-être encore moins cette question-là. Et à l'inverse, quand on est une association très ancrée sur l'environnement, peut-être qu'on se pose moins la question des enjeux sociaux. Et donc, comment on réunit tout ça, c'est une autre façon de penser les choses. Et c'est pas évident, quel que soit le modèle qui soit associatif, donc on pense engager. On est souvent engagé sur une cause et sans forcément voir celles qui sont autour. C'est la quadrature du cercle, soyons honnêtes, c'est très compliqué de réconcilier de tout réconcilier, tout à fait. Ouais. Et dans une entreprise du CAC comme Veolia, j'imagine que vous avez moins de marge de manœuvre. Quels sont vos droits ici ? Alors, j'ai pas sollicité la direction de la communication pour parler de aujourd'hui. Mon collègue Niels de Fraguier, qui est le secrétaire général du Conseil des générations futures, pourrait mieux en parler que moi. Mais ce que je peux dire, c'est que Estelle Brachianov, qui est donc la CEO du groupe, a souhaité disposer d'un outil de délibération et d'expertise. On disait tout à l'heure, il est important d'avoir une intelligence collective, et ce sont les générations futures, c'est-à-dire des jeunes de l'entreprise et des experts venant de l'extérieur qui vont parler. Alors, ça veut dire quoi, génération future ? Eh bien, ça nous oblige à nous projeter dans un siècle, dans 2 siècles, et ça nous ramène finalement sur les 9 limites planétaires. Donc, le sujet de discussion est au fond le même, et c'est ce qui est mis en place pour essayer d'aider Veolia dans sa mission, puisque je rappelle que Veolia est quand même un acteur de la transition écologique du fait de son métier. Caroline, vous avez des exemples d'autres dispositifs où la gouvernance élargie fonctionne ? Il faut moins rêver, mais si on prend l'exemple de Michelin, par exemple, donc là c'est assez connu. Michelin, qui somme toute est quand même assez engagé sur ces sujets, en conseil d'administration, quand ils prennent une décision financière, ils incluent le prix du carbone. Donc c'est un prix qu'ils ont calculé eux, c'est pas le prix classique, et c'est ça qui va influer un investissement ou pas. Donc là, effectivement, on n'est pas encore tout le reporting extra-fi aussi important que le reporting financier, mais c'est quand même des choses qui sont mises en place, et puis ça rentre dans la culture. Après, chez Interparfums, l'engagement est tout à fait correct sans être ultra militant. Il y a un comité RSE. Moi, je préside ce comité RSE. Et ben, dans le comité, il y a le CEO, il y a la directrice RSE et il y a la présidente du comité d'audit également. Ça fait partie des bonnes pratiques qui peuvent se mettre aussi en place facilement, entre guillemets. Et est-ce qu'il existe des indicateurs qui permettent de savoir en fait l'impact de cette participation externe ? Non, malheureusement. Non, c'est bien dommage. Il existe des certifications qui vont évaluer la gouvernance, le degré d'ouverture de la gouvernance. Il existe des mesures scientifiques qui vont permettre de voir dans quelle mesure on fait du bien ou du mal à la planète, mais on arrive très vite à un certain nombre de limites. Je vais donner un exemple. Chez Norcis, on avait voulu réaliser, on peut en parler, je crois, un diagnostic. Je vais dire après. 9 limites planétaires. 9 limites planétaires, qui est le référentiel scientifique international. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle Stockholm. Parce que c'est à Stockholm. Ça vient de Suède. Hein. Oui, c'est au Stockholm Resilience Center. C'est ça. Pas forcément. C'est au Stockholm Resilience Center qu'ont été formulées et validées les 9 limites planétaires. Donc on appelle Stockholm, et c'est véridique. Et là, on découvre qu'au fond, il n'existe pas d'outils pour faire un diagnostic d'une entreprise sur son impact sur les 9 limites planétaires. Dans les services, dans les activités de service. Ils ont d'abord adressé des industries lourdes, et c'est logique, là où il y a le plus d'impact, mais c'est vrai que dans les activités servicielles... C'est souvent le cas. On a souvent plus de difficultés à mettre des impacts et à comprendre et à anticiper ces impacts sur le service. Donc faire le lien entre gouvernance et puis ensuite un impact qu'on a parfois du mal à mesurer, non, c'est très compliqué malheureusement aujourd'hui, d'autant plus qu'entre l'un et l'autre, il y a des corrélations, mais pas forcément des causalités. Voyez-vous, c'est pas parce que on change un point que l'autre... Après, ce qui peut être intéressant dans les chiffres, si on revient... Alors,
à l'économie sociale et solidaire dans son ensemble, puisqu'on a parlé des coopératives, j'ai parlé un peu des associations, l'ESS dans son ensemble est plus large, il y a aussi les entreprises commerciales de l'ESS. On a quand même des chiffres qui nous disent que leur pérennité à 5 ans est supérieure à des entreprises classiques. Donc il y a quand même un sujet sur, dès qu'on se pose la question de son utilité sociale et du partage du pouvoir, puisque c'est le principe de l'économie sociale et solidaire, on a quand même une pérennité de durée de vie des entreprises qui est supérieure à 5 ans. Donc ça lie pas tout, et voilà, mais ça quand même donne des indices sur le fait que quand même ça permet de durer plus longtemps. Et au sein de l'entreprise, pour faire vivre cette gouvernance plus ouverte, est-ce qu'il y a des nouveaux rôles qui apparaissent, de nouveaux métiers, des facilitateurs Alors, c'est pas tant qu'il y a des nouveaux rôles qui apparaissent. Bon, déjà, il y a les directions RSE, voilà, que moi je trouve formidables, essentielles, qui existent depuis bientôt 30 ans, qui ont joué un rôle quand même assez puissant sur le sujet et qui continuent. Mais après, c'est plus l'intégration de ces sujets dans les process RH. C'est-à-dire, à la fois, il y a la formation, la sensibilisation, enfin, la fresque pour le climat, c'est quand même un outil, alors qu'on connaît tous, on se dit c'est ringard et tout, mais ça a eu un effet quand même assez Vous pouvez peut-être nous rappeler pour nos téléspectateurs brièvement de quoi il s'agit ? Qui veut expliquer la fresque ? La fresque, en fait, c'est comment on rend plus facilement accessibles les enjeux climatiques. Et quand je dis plus facilement accessible, c'est que le principe de la fresque, c'est qu'on va avoir un atelier où on va chercher nous-mêmes les définitions, mettre en corrélation les impacts les uns avec les autres. Et donc, c'est par la pratique. C'est un peu du Montessori pour adultes, tout ça. C'est par la pratique. Mais voilà, c'est pour ça que ça marche. Tu vois, c'est par la pratique qu'on va comprendre quels sont les enjeux. Et donc, la fresque est un outil de sensibilisation aux enjeux climatiques qui, maintenant, est quand même très largement développé. Il y a des tas de fresques sur des tas de sujets. Mais c'est comment on apprend autrement sur des enjeux qui peuvent être complexes. Je crois qu'il y a plus d'1 million de personnes qui ont suivi. Oui, c'est ça. Après, une fois qu'il y a la sensibilisation, c'est déjà déterminer les métiers qui sont le plus impactés par ces sujets, parce qu'on ne peut pas transformer tous les métiers d'un coup. Donc, c'est déterminer cela et adapter la formation, mais aussi l'évaluation et la rémunération. Parce que si on est évalué seulement sur ce qu'on vend, le cash qu'on ramène ou le cash qu'on dépense, etc., et qu'on dit en même temps, occupe-toi de la nature, etc., ça a des limites. C'est que dans l'évaluation des salariés, le sujet RSE a besoin d'être davantage présent. Et il y a un sujet opérationnalisé, enfin vraiment concrètement ce que ça veut dire dans mon métier, oui, tout les à enjeux fait. climatiques, etc. C'est pour ça que commencer par tous les métiers en même temps, je trouve ça difficile. Parce qu'à nouveau, il y a cette notion de conduite du changement, mais déterminer les plus impactés dans un premier temps et y aller petit à petit. On parle de la transformation du terrain, c'est important, mais par rapport aux nouveaux métiers, j'aimerais en citer un qu'on n'a pas trop évoqué, mais qui, je pense, va vous plaire, c'est l'actionnaire. On en parle de très loin depuis tout à l'heure, comme un méchant actionnaire qui viendrait d'outre-Atlantique et qui viendrait dévorer les pauvres économies. On a dit que ça pouvait être des salariés de l'entreprise aussi, c'est pas vrai. Je sais, mais en fait, il y a de plus en plus d'actionnaires activistes et j'aimerais quand même souligner leur rôle parce que dans les assemblées générales du CAC 40 ou ailleurs, nous voyons de plus en plus de structures qui sont investisseurs, qui détiennent des actions et qui vont tenter de changer l'agenda stratégique des entreprises. Alors, ce n'est jamais un actionnaire majoritaire, le droit ne va pas dans leur sens, mais toutefois, ce sont quand même des acteurs qui existent. Et ces actionnaires activistes sont peut-être minoritaires au CAC 40, mais derrière, ils ont quand même des fonds pour ensuite, dans l'économie réelle, comme on dit, donc dans les TPE et PME, investir et là, changer la donne. Et ça, c'est quand même un mouvement qu'il faut souligner. Les actionnaires sont aussi nos alliés. Et c'est une des cibles majeures de l'opération Milliard. En fait, l'opération, elle se crée parce qu'il y a aujourd'hui, je le disais, déjà des organisations de la transition qui œuvrent déjà sur les impacts sociaux, environnementaux et de la gouvernance. Elles existent. Et en fait, dès qu'il faut se financer, il y a une limite. Pourquoi ? Parce que on comprend pas trop ce qu'elles font, ou ça fait un peu peur ces histoires, ou elles crachent pas du cash à 12% par an et donc ça nous intéresse pas. Et donc ce sujet de
le financeur, l'investisseur, l'actionnaire, au-delà de poser les questions en matière de RSE, comment dans ses propres pratiques va changer des choses pour financer, alors nous on dit pour financer ce qui compte vraiment, c'est-à-dire ces organisations qui vraiment font la transition juste. Et la difficulté là-dedans, et c'est pour ça que nous on crée un fonds d'investissement qui s'appelle le fonds de développement de la transition juste avec l'opération Milliard, c'est pour montrer que ça peut fonctionner, qu'il peut y avoir des investisseurs qui sont intéressés, qu'on peut et justement, financer vous avez ces organisations. un exemple de projet à nous donner que vous financez? En fait, on lève des fonds pour l'instant, mais une fois qu'on aura les projets à identifier, voilà, on lève des fonds. On a un objectif d'abord de 50 puis de 200 millions pour cette année. Et vraiment, on va investir dans des coopératives de type la coopérative Belleville. Je ne sais pas si vous connaissez la coopérative Belleville, mais qui aujourd'hui a des projets d'immobilier sociaux tout en prenant en compte son impact environnemental. Et c'est une coopérative, donc en travaillant sur le partage du pouvoir. On a des financements, pareil, sur le sujet énergétique. On peut avoir comment on va financer, et ça, c'est un outil aussi de financement qu'on connaît peu, mais le titre associatif, qui est comment, par des formes d'investissement, on peut renforcer les fonds propres en fait des associations et donc leur permettre d'investir elles aussi. Et donc il y a des associations qui nous intéressent. Il y a des tas de lieux partout en France aussi qui font des choses. On pense au moulin du Pont-Rue par exemple, qui est un moulin qui a été repris pour accueillir des personnes, soit des femmes en situation de violence conjugale, soit des personnes exclues de la société pour les réinsérer. Donc ça va être des tas de projets et qui sont souvent d'ailleurs à une maille très territoriale. Donc on les connaît pas très bien niveau grand public, parce qu'en fait, c'est des organisations, associations, entreprises qui œuvrent sur leur territoire, à faire vivre leur territoire, à créer de l'emploi, à créer de la richesse, à partager la valeur, à limiter leurs impacts environnementaux. Et donc, c'est ça qu'on veut financer. Ça, si je puis me permettre, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a énormément d'initiatives, de fonds qui investissent sur des entreprises de la transition écologique, parce que quelque part, il y a toujours peut-être un moyen de gagner beaucoup d'argent derrière, alors que là, on est vraiment sur des coopératives où il y a une ambition de long terme beaucoup plus intéressante. Oui, aujourd'hui, c'est facile de se faire financer sur une entreprise de la tech environnementale. Ça, il y a des fonds pour ça. On va faire de l'argent avec ça, c'est pas un problème. Mais dès qu'on se repose la question du partage de la valeur, de la création de valeur sociale, on trouve quand même moins d'investisseurs. Alors qu'en fait, c'est des entreprises qui existent, qui fonctionnent. Nous, notre pipe, il a 3-4 ans d'existence. Donc, c'est des entreprises qui déjà ont des salariés, du chiffre d'affaires, de la rentabilité. Alix, sur ces nouveaux métiers, il y en a peut-être un qui est un pari d'avenir. D'ailleurs, ça m'est venu en écoutant tout le monde. Mais en fait, pour œuvrer sur les territoires, coordonner, désiloter l'entreprise, en fait, peut-être que va émerger un métier de Chief Cooperation Officer qui viendrait mettre en œuvre, mettre en musique, réunir les parties prenantes autour de la table. Parce qu'on a parlé depuis le début de décloisonner l'entreprise, de désiloter les parties prenantes, de les intégrer dans les décisions. Et ça, c'est un sacré métier que de réussir à créer de la confiance, à créer de l'engagement, à être transparent, à être humble aussi dans cette intention-là. Et je pense que s'il y a des choses... Ça veut dire quoi, créer du lien? Ça veut dire de faire en sorte que l'entreprise ne soit plus silotée entre ses murs et extrait de la matière pour la transformer en richesse, mais de réunir autour de la table les parties prenantes pour travailler ensemble. Alors, il y a quand même c'est déjà un métier. Alors, ça existe peut-être déjà, mais il est peut-être pas... Il y a quand même des gens très bien, très compétents, qui font du dialogue parties prenantes. Un métier dont l'intitulé est le même Alors, il n'y a pas de... Direction des relations publiques Non, des comités de parties prenantes. Responsable du dialogue parties prenantes. Et souvent, c'est des profils... pas beaucoup. Dans les coopératives, ça s'appelle des responsables de la vie coopérative. C'est des profils passionnants parce qu'ils sont vraiment à la croisée des mondes. C'est des gens qui ont travaillé en association, qui comprennent le monde, le monde du business aussi, qui ont pu travailler aussi au niveau de l'État. Donc, ça existe et il y a des profils comme ça qui ont ces envies. Et des standards qui vont dans le sens de ces nouvelles façons d'entreprendre et de coopérer. Les nouveaux standards de Bicor, par exemple, intègrent une très forte dimension sur la prise en compte de la vie des parties prenantes, sur des mécaniques de remontée, de concertation, voire de réclamation, et sur le fait qu'au sein des directions générales, il y ait des mécanismes de consultation directe avec les parties prenantes. Ça va être un des nouveaux fondements des standards Bicor qui prouve une fois de plus que ce qu'on est en train de dire là, c'est l'avenir. Et ça tombe bien parce que les Nations Unies elles-mêmes recommandent depuis plusieurs décennies que d'ouvrir la gouvernance des entreprises. C'est le Global Compact que vous connaissez. Donc, il est temps d'y passer. Merci à tous les quatre. On passe à notre dernière séquence.